Salut la Miam Miam Family, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va dire que ça va un tout petit peu mieux si vous vous souvenez. Au courant de la vidéo numéro 3 sur notre lueur d'espoir qui s'est éteinte brusquement, c'était le titre de la troisième vidéo sur notre combat pour devenir parent. Et au cours de cette vidéo-là, je m'étais sentie très triste. C'était une vidéo que j'ai commencé étant vraiment très bouleversée et je ne savais pas réellement comment raconter ce qu'on avait vécu et on était assez éprouvés, Monsieur Miam Miam et moi. On vous remercie déjà pour votre bienveillance. On a vu que vous êtes nombreux à suivre étape par étape ce qui s'est passé. On voudrait vraiment vous rappeler que notre objectif, c'est pas vraiment de venir exposer notre vie ou quoi que ce soit, non. L'objectif principal que nous avons, c'est vraiment celui de redonner de l'espoir aux personnes qui passent par des situations similaires, de dire à quelqu'un qui attend un enfant ou alors qui a reçu un diagnostic de stérilité ou de complications que tout est possible, qu'il y a plusieurs chemins à explorer, qu'il y a tellement de possibilités, qu'il y a des choses qui dépassent même l'entendement des fois, que la science n'est pas forcément tout, qu'on ne sait pas tout et qu'on ne sait même pas de quoi est fait l'avenir, que des fois des choses, voilà, arrivent au moment où on les attend le moins de la manière vraiment la moins imaginable possible. Parce que nous croyons réellement que si on avait eu à ce moment-là, il y a quelques années, quand on traversait tout ça, quelqu'un qui, voilà, qui était passé par les mêmes choses, en tout cas pour nous tenir la main, pour nous dire à quoi nous attendre, ou juste quelqu'un vers qui revenir pour poser des questions ou à qui pouvoir s'identifier. Vous voyez, ça aurait été vraiment d'un grand réconfort pour nous à l'époque. Et malheureusement, pour nous, on n'a pas eu ça. Voilà. Donc, notre rôle, en tout cas notre objectif, en faisant toutes ces vidéos, c'est vraiment de vous redonner de l'espoir et vous donner, voilà, un espace de parole dans les commentaires où vous pouvez mettre votre ressenti par écrit. Ou vous pouvez nous poser des questions, vraiment, toutes les questions que vous voulez par mail, par commentaire en bas, à travers Facebook Messenger, sur la page Facebook de la chaîne, qui s'appelle aussi Miam Family. Et donc voilà, on entre dans le vif du sujet. Alors, on s'était arrêté où? Je vous disais que j'étais à l'hôpital, donc voilà, j'avais perdu connaissance. Je me suis réveillée aux urgences gynécologiques, hospitalisée. J'avais appelé la sœur de mon mari qui s'est présentée, mais bon, les choses après s'étaient passées autrement avec elle. On y reviendra au cours de cette vidéo aussi, vers la fin. Et que mon mari n'était pas là pendant cette hospitalisation-là. Ils avaient aussi découvert un kyste. Et le kyste expliquait les violentes douleurs que j'avais eues et la raison pour laquelle j'avais perdu connaissance. Il y avait une torsion du kyste en cours. Et que moi, j'essayais en vain d'expliquer aux médecins que c'est aussi un effet collatéral du traitement hormonal, voilà, que je prenais. Traitement hormonal pour lequel je faisais des résonances magnétiques de contrôle chaque année. Je faisais des bilans sanguins quand même régulièrement. C'était au départ mensuellement, puis après une fois chaque 2 mois et une fois par trimestre. Donc j'étais vraiment assez suivie par plusieurs spécialistes, quoi. Et je sais pas, les gynécologues se sont s'entêtaient. On a même fait une échographie, comme je vous disais. Et et à l'échographie, ils m'ont juste montré les mouvements du bébé. Ils m'ont pas fait écouter le cœur du bébé. J'ai demandé à ce qu'on mette le volume voilà, vous savez, l'appareil à échographie, là. Et ils l'ont pas fait. Ils se sont vraiment beaucoup focalisés sur le kyste. Et donc, à un moment, quand j'assistais beaucoup, un des gynécologues, voilà, de garde m'a dit est-ce que vous êtes consciente que c'est une grossesse à risque? Je dis bon, vous m'avez dit ça globalement hier. Il me dit est-ce que vous avez aussi conscience que du fait que vous étiez sous traitement et que ce traitement n'est pas compatible avec une grossesse, euh, c'est un peu délicat et vraiment qu'on a besoin de savoir comment les choses vont évoluer et tout. Je lui ai dit oui, c'est ce que je semble comprendre, mais
Moi, du coup, je sais pas comment me projeter, me voir à ma place en 48 heures. J'ai appris que j'étais enceinte, que ma grossesse était avancée. Là, vous m'annoncez une torsion du kyste. En fait, ma vie a été, voilà, comme chamboulée en 48 heures. Ça fait beaucoup de choses à encaisser en si peu de temps. Et je crois que psychologiquement, je n'arrive pas à suivre, quoi. Et voilà, il a pris le temps de bien m'expliquer les choses. Il m'a dit que pour le moment, ils vont pas se prononcer. Vu que je devais avoir le rendez-vous avec l'endocrinologue le lendemain et que malheureusement, je me retrouve hospitalisée un jour avant, ce qui va se passer, c'est que l'endocrinologue viendra me voir à l'hôpital. En fait, elle viendra me voir voilà, sur mon lit d'hôpital, quoi, en mode hospitalisation. Elle viendra à mon chevet pour la consultation. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup, vraiment côté occidental. Il y a un très très bon suivi quand même, il faut le dire. Il y a un super bon suivi à ce niveau. Bon, finalement, la nuit se passe pas bien. J'ai beaucoup de douleurs. Et un des gynécologues arrive et il me dit, voilà, on va te conduire en salle opératoire. Et là, on va intervenir sur ce kyste-là. Et je dis, mon bébé, il me dit, bon, on verra. Et donc, moi, je lui ai dit, non, je peux pas courir ce risque-là. OK. J'ai tellement désiré un enfant. On m'a fait comprendre que c'était pas possible, c'était pas possible, c'était pas possible. Et là, miraculeusement, j'en attends un. Je découvre que je l'attends, voilà, de manière déjà assez avancée. Et il y a une histoire de kyste. Et moi, je n'arrête pas de vous dire que cette histoire de kyste s'est déjà produite par le passé. Et que si vous parlez avec l'endocrinologue va vous certifier que ça peut être un kyste qui va se résorber tout seul. Il me dit oui, mais ça peut aussi être un kyste qui va mal finir avec une torsion de kyste. Je ne veux pas risquer une hémorragie. D'ailleurs, pour le bébé en question, ce serait aussi un gros risque. Je dis, ben, l'opération aussi, du coup, ce le serait, même si après, je ne sais pas si ça devait être fait en solioscopie, mais ça restait quand même un risque vu que j'étais enceinte. Et donc, je lui ai dit, je préférais attendre, histoire quand même de voir avec l'endocrinologue. Il se passe que, voilà, il me laisse passer cette nuit. C'est une nuit assez difficile. J'ai beaucoup pleuré, j'étais très mal en point, vraiment, c'était vraiment difficile. Mais il m'a fait signer une décharge et tout. Je lui ai dit, je préférais attendre, voilà. Non, j'étais hospitalisée, mais j'ai pas été opérée cette nuit-là comme lui le désirait. Et peut-être comme pour lui, il aurait fallu, mais moi, je m'entêtais que non. Voilà. Et le lendemain, j'allais très mal. Donc, je crois que eux, ils ont prévenu l'endocrinologue que c'était pas la peine de passer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je me souviens que ce jour-là, je n'ai pas pu voir l'endocrinologue et qu'elle a appelé à l'hôpital en après-midi. Parce que je m'en souviens, parce qu'il y a une des sages-femmes qui est arrivée dans ma chambre et qui m'a dit, bon, bah, écoute, l'endocrinologue semble dire la même chose que toi. Elle dit que voilà, le kyste, c'est quelque chose qui peut très bien arriver avec le traitement que tu suivais. Et d'ailleurs, elle nous demande de nous assurer que tu as arrêté de prendre ce traitement depuis avant-hier qu'on a découvert que tu es enceinte. Et je lui dis, bah oui, j'ai cessé. J'ai cessé de le prendre. Elle me dit oui, parce qu'il faut pas que tu continues à le prendre, c'est super dangereux. On va faire plein d'analyses. On va faire des échos approfondis, histoire de voir comment ça se passe du côté de ton bébé. Mais voilà. Et dans cette soirée-là, donc c'est mon deuxième jour d'hospitalisation, j'ai eu une douleur, mais je sais pas comment vous appeler. La douleur était si profonde qu'il manquait de peu que je ne perde connaissance une autre fois. Et là, ils m'ont donné des calmants. Et rebelote, le gynécologue m'a proposé l'opération. Et je sais pas pourquoi je signais mordicus. Je lui ai dit, docteur, ayez pitié. Je veux me donner toutes les chances, voilà, voilà que mon bébé se développe super bien. Je veux pas de cette opération. Et puis là, mon mari n'est pas là. Si on patiente, il va arriver dans 2 jours. Je voulais pas vivre aussi tout ça seul, quoi. Je voulais pas vivre ça seul. Euh, Entre-temps, donc, j'ai ma belle-mère et ma belle-sœur qui débarquent à l'hôpital, donc, ce jour-là en soirée. Et elles m'observent, elles disent des choses. Bon, on y reviendra après, sincèrement. Bref,
J'espérais tellement avoir des personnes sur qui compter, mais on va dire que je me retrouvais vraiment seule, euh, quelque peu humiliée et moquée, voilà, par ces deux personnes qui étaient supposées être la famille vraiment proche, la famille de mon mari, sur qui je croyais compter, pouvoir compter, voilà. Et c'était sans même me douter de ce qu'elle pensait à ce moment-là de ma présence à l'hôpital. Donc ça vient après, je vous le dis en fin de vidéo. Et donc, je vais pas bien, je vais vraiment pas bien. Il y a eu cette douleur très, 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 très horrible là. Et donc, j'ai dit au médecin que je voulais pas être opérée. J'ai fait ce choix et le médecin était désemparé. Il m'a dit qu'il me trouvait très irresponsable et qu'il avait l'impression qu'il commençait aussi à y avoir des problèmes avec le bébé en question. Donc là, il n'y est pas allé de main morte, il a été au moins assez dur. Là, il m'a fait une échographie. Voilà, ils ont amené l'appareil de l'échographie dans ma chambre. Ils ont refait une échographie et je les ai vus très perplexes. Là, ils ont dû se mettre à trois médecins et quelques, voilà, deux infirmières, quelques internes, sages-femmes et tout. Donc, c'est une grosse équipe autour de moi, quoi. Et puis là, l'endocrinologue a appelé parce qu'ils me l'ont dit, elle a appelé la nuit parce que visiblement, ils lui ont fait un compte rendu de l'échographie. Et, et donc, ils sont revenus me dire que voilà, aux premières heures du matin, l'endocrinologue se serait finalement présenté parce que les choses ne se passaient pas super bien avec mon bébé. Et voilà, on a essayé de passer cette nuit comme ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de douleurs. Et au courant de la nuit, je me suis mise à saigner, mais à saigner beaucoup. À saigner, mais vraiment abondamment, abondamment. Et les sages-femmes, elles ont été vraiment super gentilles, super cool. Hum, Elles sont venues me rassurer. L'une d'elles m'a dit, écoute, si ça se trouve, c'est juste le kyste, justement, qui est en train de se résorber par lui-même, de lui-même. Il est en train de se résorber tout seul. Donc, peut-être que finalement, tu as bien fait d'insister pour pas avoir une opération. Donc, je leur rappelle encore que voilà, euh, l'histoire du kyste au courant du cycle, vu que moi, mes cycles, c'est des cycles induits, du coup, avec les traitements hormonaux. Donc, c'est quelque chose qui pouvait arriver, que j'ai quand même déjà eu un truc similaire comme ça il y a des 3 années auparavant, 2 ou 3 années auparavant, je crois. Et donc, voilà, je me retrouve avec ces deux sages-femmes-là. On espère que, voilà, que ce soit juste le kyste qui soit en train de... Un gynécologue vient me revoir en plein milieu de la nuit. Je crois qu'il était 3 heures et poussière du matin. Et, et le gynécologue, lui, euh, bon, c'est quelque chose qui se fait en gynécologie, hein, donc vous êtes sur votre lit d'hospitalisation, donc on vous demande de tenir les pieds, comment je vais vous dire ça, de replier les jambes, n'est-ce pas? De replier les jambes avec donc le genou, voilà, vos genoux sont surélevés. Donc vous repliez les jambes et eux ils regardent dans votre culotte, quoi. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et donc, il a fait ça. Il est revenu plusieurs fois faire ça pour voir je pense, c'est peut-être pour évaluer le saignement, essayer de se dire, c'est un saignement hémorragique, est-ce que c'est juste un est-ce qu'on en connaît avec une hémorragie, donc, je pense que c'est ce qui venait contrôler de temps en temps. Ok. Donc, à 3 heures et poussière, quand il entre dans ma chambre avec la sage-femme, il refait ce truc-là, il regarde et visiblement, c'était trop. C'était trop. Et il m'a dit, hein, clairement, qu'il était fort probable qu'on doive quand même opérer parce qu'il était aussi fort probable que je perde sûrement mon bébé. Là, il a été clair dessus. Euh, J'étais désemparée et j'étais en colère. Je voulais comprendre pourquoi ça m'arrivait, pourquoi j'ai dû apprendre que j'étais enceinte, pourquoi j'ai dû apprendre ça comme ça, pourquoi je m'en suis pas rendu compte dès le début, pourquoi j'ai même pas cru en moi quand j'ai commencé à me sentir comme ça, parce que je me disais, bon, peut-être que si j'avais, avec le recul, je me disais, ok, bon, peut-être que si j'avais
euh, dès les premiers symptômes, quand chaque matin je me levais à 5 heures, que j'avais la tête qui tournait avec beaucoup de nausées, envie de vomir et tout ça, pendant toutes ces longues semaines, tous ces mois, pourquoi je n'ai pas tout simplement cru en moi? Pourquoi je n'ai pas pensé à faire un test? Pourquoi chaque fois que je suis allée à l'hôpital, on m'a parlé ou d'anémie ou d'effets secondaires du médicament que je prenais? Pourquoi? Dans tout ce film-là me revenait et je me disais finalement, c'est ma faute, j'ai pas su protéger l'enfant que je portais, j'ai même pas su me rendre compte que je porter un enfant en moi et puis je continue à avoir mes règles chaque mois de toutes les façons, donc quelque part je veux dire c'est pas tant, est-ce que j'essaie de me dédouaner en me disant que c'était pas tellement de ma faute, mais en même temps voilà, j'avais quand même des symptômes assez clairs. Après j'avais jamais eu de grossesse avant pour savoir réellement à quel genre de symptômes m'attendre. Je veux dire, même si vous entendez les gens parler tout le temps de grossesse, de symptômes de grossesse, vous n'avez jamais eu ça, vous n'avez jamais été enceinte et peut-être on vous dit même que pour vous c'est pas possible, donc vous faites pas forcément le lien. Donc il y avait tout ça qui se bousculait dans ma tête et là il est revenu vers 5 heures du matin, il m'a dit ok, ils sont en train de préparer le bloc, si pour moi c'est ok, parce que là il y a beaucoup de saignements, il vaut mieux aller, voilà, parce que là, ils ont refait l'échographie à 4 heures, à 4 ou 5 heures du matin. Ils ont refait l'échographie et ça se passait mal au niveau du bébé. Et je les ai vus vraiment, voilà, je les ai vus tout aussi mal pour moi, hein. Juste que vous vous souvenez, le premier, le gynécologue qui insistait depuis le début de l'hospitalisation sur l'opération et tout, et lui, il était là, je sais pas s'il a pris le tour de garde à 5 heures ou je sais pas. Mais non, lui, il est revenu vers 8 heures, lui, particulièrement. Il m'a dit d'un ton sec que de toutes les façons, cet enfant, il va pas tenir. Et puis d'ailleurs, il y a son collègue qui me dit, ah, d'ailleurs, avec toutes les échographies qu'on a faites et tout, vous n'avez même pas voulu qu'on... Est-ce qu'on vous a déjà annoncé le sexe déjà? On peut en parler. Et je sais pas, est-ce que j'ai été bête à ce moment? Je sais pas, est-ce que j'ai été... Est-ce que c'était pour me protéger, moi, au vu de ce qu'on m'annonçait déjà? Et je lui ai dit non, je veux pas savoir le sexe. Il m'a dit non, vu l'état avancé de la grossesse, on sait le sexe de votre bébé et tout. C'est juste qu'au fil des échographies et tout, avec tout ce qu'il y avait à faire et tout, on ne vous a pas, on vous en a pas parlé. Je lui ai dit non, non, je veux pas savoir. Je vais peut-être attendre le retour de mon mari. Et l'autre gynécologue qui lance, je suis pas sûre que le bébé va attendre le retour de votre mari. Et puis il est sorti. En fait, pour lui, il fallait opérer et point final, quoi. Donc finalement, gros saignement. L'endocrinologue est venue me voir et elle m'a dit que ça se passait pas bien, qu'elle avait eu accès à mon dossier, euh, que malheureusement, le traitement que je suivais n'était pas un traitement adapté aux femmes enceintes et que malheureusement, oui, personne ne s'est rendu compte assez à temps que j'étais enceinte, même si je suis venue consulter par plusieurs fois, qu'elle est vraiment désolée, qu'elle ne sait pas quoi me dire, et qu'il faudrait vraiment que je demande à mon mari de rentrer le plus vite possible. En fait, elle a essayé de vraiment me préparer, quoi. Je sais pas, les événements se sont tellement enchaînés, et moi, j'ai essayé de dormir ce soir-là. Et vers 22, ouais, parce que j'ai dormi assez tôt, hein, je crois vers 19 heures, j'étais déjà couchée quand même, là, j'étais seule dans ma chambre. Et vers 22 heures, mais j'ai eu une douleur tellement retentissante. J'ai senti comme si quelque chose s'était coupé en moi. Et bon, donc vers 22 heures, rebelote, échographie, batterie de tests et tout et tout. Et donc dans la nuit, voilà, ils m'ont dit que c'était... Voilà, que j'avais perdu le bébé. Ils me l'ont annoncé comme ça. Ils m'ont dit, voilà, bah, il n'y a plus de battement, il n'y a plus d'activité cardiaque. Et il n'y a plus d'activité cardiaque, donc voilà, il n'y a plus de battement. Et voilà, j'avais perdu le bébé. Donc en gros, j'ai été enceinte
Ouais, on va dire que j'étais enceinte, mais j'ai été consciente de ma grossesse à peu près 3 à 4 jours. Voilà, 4 jours au total, pour me projeter, Voilà, ça a duré 4 jours au total. Et là, il fallait affronter l'autre étape parce que euh, une grossesse, à ce point, si vous faites une fausse couche à ce moment-là, ayant dépassé votre premier trimestre, ça s'appelle une fausse couche tardive en fait. Et donc, il y a une procédure à suivre pour vous aider à... Comment je peux vous dire ça? Peut-être je vais utiliser le terme italien parce que eux ils disent... bon, c'est un peu comme pour dire évacuer, voilà. Pour vous aider à évacuer, ils appellent le feu, ils disent le matériel et ma... Moi, quand la dame, elle a dit ça, j'ai dit, tu as quoi ce nom, le matériel, hein? C'est pas le matériel, c'est pas le matériau, je sais pas ce que vous avez dit. C'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est un être humain. J'ai commencé à lui dire plein de trucs. Elle a compris que j'étais énervée, j'étais en dépression. Et puis, elle m'a prise dans ses bras. Vous savez, les Italiens, ils sont très chaleureux. Ils sont très chaleureux. Je vous dis, même dans le milieu médical, des soins, vous trouvez des gens avec très souvent beaucoup d'empathie. Et généralement, quand même, c'est un peuple qui a beaucoup de chaleur, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts, comme dans tous les peuples de la terre et tout. Mais moi, à ce niveau, j'ai trouvé vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort, beaucoup de compréhension à chaque fois. Il y avait même des infirmières, des aides-soignantes qui s'arrêtaient dans ma chambre parce que j'étais toute seule dans ma chambre. Et beaucoup venaient souvent faire la conversation avec moi. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as pu manger quelque chose? Est-ce que tu as très mal? Dis-moi, est-ce que tu as pensé à un nom pour ton bébé? Je sais pas, ta famille, elle est où? Euh, comment tu te sens? En fait, beaucoup venaient me rassurer. En tout cas, je veux dire, elles m'ont aidé dans une certaine mesure à quand même traverser ça comme ça. Et mon mari, lui, il a été prévenu donc pendant la nuit. Et le lendemain, avant midi, il était en Italie. Il avait terminé avec ses examens. Je crois qu'il a anticipé, je sais pas, il a annulé le dernier. Mais je sais qu'il est rentré le lendemain, en tout cas avant midi. Il était auprès de moi à l'hôpital. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. On était triste, en fait. On était triste et c'est légitime. Donc voilà, on a perdu notre bébé. Les choses ont été faites pour que voilà, je puisse l'évacuer, que je puisse commencer aussi ma convalescence et tout ça. Et moi, vraiment, j'ai passé encore, quoi, 2 jours à l'hôpital. Et après, il fallait rentrer à la maison et c'est le moment que je redoutais. J'étais vraiment mal en point, je peux pas vous le cacher. Je me sentais vide, en fait, vous savez. Je me sentais vide. J'avais à peine eu le temps de réaliser que j'attendais cet enfant, que je l'avais perdu déjà. Donc, c'était assez violent. Et des fois, j'avais l'impression que c'était une réalité parallèle, que je regardais un film, c'était pas forcément ma vie. Et mon mari, lui, je crois qu'il était plus dans, je sais pas. Je crois que lui, il n'arrivait pas à extérioriser. Et je pense aussi que le fait d'avoir pas été là pendant les jours où vraiment ça a été crucial, crucial, parce que malheureusement, il devait aller pour ses examens. Je pense que tout ça aussi, ça l'a bouleversé. Donc, j'essaie de me mettre à sa place et d'imaginer comment est-ce que lui réussissait à se projeter ou pas. Si pour moi, même qui portais le bébé, c'était déjà assez difficile comme ça. Alors, le jour où on doit rentrer à la maison, il y a sa mère et sa soeur qui appellent. Ah ben ouais, on voulait passer à l'hôpital et tout et tout. Et donc, on leur dit, écoutez, nous, là, on est en train de signer toutes les décharges et tout, on va sortir de l'hôpital. Et donc, elles disent, ok, bon, bah, on se retrouve directement chez vous, voilà. On se retrouve chez nous.
On se retrouve chez nous. Non. Ah non. Elles lui disent, oui, mais au lieu qu'on se retrouve chez toi, toi, tu la prends de l'hôpital et tu passes nous récupérer chez ton autre sœur. Donc la maman et la sœur étaient chez l'autre sœur aînée. Ok. Euh, et moi, je lui dis, mais c'est pas normal en fait. Là, je souffre, je saigne, j'ai mal, je suis mal en point. J'ai juste besoin de rentrer chez moi, me reposer. Là, tu vas pas faire le taxi, me prendre de l'hôpital, t'arrêter chez ton autre sœur pour prendre ta mère et ta deuxième sœur pour qu'elles viennent me rendre visite. Ça fait beaucoup quand même. Dis-leur d'annuler ou alors qu'on se voit une autre fois ou qu'on se retrouve à la maison. Donc, elles insistent, elles lui disent non, non, il faut que tu viennes. Bon, nous, c'est après qu'on comprend pourquoi. Donc, on quitte l'hôpital, nous, dans la situation où nous sommes déjà bien, bien, bien éplorés. On s'arrête chez sa grande sœur, donc leur aîné. On s'arrête chez sa grande sœur. On prend sa mère et son autre grande sœur dans notre voiture. Au passage, l'autre grande sœur, même si elle avait pas souvent été sympa avec moi, elle a quand même fait semblant d'avoir pitié dans ce sens où j'ai apprécié. Vous voyez, parce que même si je sais pas si elle a pensé autre chose dans sa tête, dans son cœur, mais j'ai juste apprécié le fait qu'elle ait dit, parce que, bon, elle s'était jamais présentée à l'hôpital quand même, ça va, mais elle m'a dit, je suis désolée pour ce que tu traverses, j'ai appris que vous avez perdu votre bébé, ne pleure pas beaucoup, je crois que vous en aurez d'autres, vous en aurez un autre, et voilà. Moi, j'ai été surprise parce que venant d'une personne qui m'avait dit auparavant que je puais la stérilité, je ressemblais à la stérilité, je ressemblais à Tata Tel, qui est la femme d'un oncle à eux, qui à ce moment avait été adoptée dans la soixantaine et qui n'avait jamais eu d'enfant et tout, et qui m'avait dit, ah ouais, tu ressembles à Tata Tel, voilà, vous sentez la stérilité, les femmes qui font pas d'enfants. Donc moi, j'avais été assez touchée, ouais, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle s'est remise en question, peut-être elle a été touchée parce que je viens de traverser et tout, et que voilà, peut-être que c'est sa façon à elle de se rattraper. Donc moi, j'ai pris ça de manière sincère et jusqu'à aujourd'hui, je veux continuer à penser que c'était sincère. Donc avec sa mère et l'autre sœur, donc on les met dans notre voiture et on va chez nous. Ok. Quand on arrive à la maison, donc chez moi, j'ai le temps de m'installer. Et puis je les entends rigoler. Et donc je me retourne, je dis ça va, je peux vous parler de quoi? Elle dit mais vraiment, vous êtes tellement drôle. Euh, Ton mari nous a dit que vous étiez déjà en train de penser au prénom selon que ça aurait été une fille ou un garçon. Et à moi de leur dire, mais oui, nous, on a toujours pensé au prénom de nos enfants, même bien avant de... voilà, même avant d'avoir un projet de bébé ou quoi que ce soit, on avait quand même une liste de prénoms qu'on s'est toujours dit, voilà, si un jour on a un enfant, si c'est un garçon, il s'appellera ci, si c'est une fille, elle s'appellera ça. Et alors, elles ont éclaté de rire, mais vraiment, elles ont rigolé d'une manière, j'en revenais pas. Et donc, lui et moi, on s'est regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, elles disent, c'est sa mère qui dit carrément, choisir les prénoms alors que sincèrement, on n'est même pas sûr d'attendre un enfant. Et moi, je leur dis, mais je viens de perdre mon bébé, qu'est-ce que vous dites? Alors, elles me balancent toutes les deux. Ah, mais tais-toi. Tu avais peut-être un fibrome ou un kyste et tu es allé à l'hôpital pour une opération. Tu crois qu'on n'avait rien compris à ton cinéma? Tu peux être enceinte, toi. On sait que tu es stérile. Tu ne peux jamais avoir d'enfant. Toi, tu n'étais pas enceinte. Tu es enceinte, toi. Tu peux jamais être enceinte. Tais-toi. Tu as sûrement eu un fibrome ou un kyste. Et tu étais à l'hôpital parce que tu partais te faire opérer. Donc, ne raconte pas des bobards aux gens. C'est pas parce que depuis, on n'a pas voulu parler ou quoi que ce soit. On sait très bien que tu es stérile, tu peux pas faire d'enfant. Et, et là, je crois que lui aussi, il était sous le choc. Il a rien dit. J'ai rien dit. J'ai éclaté en sanglots. Et j'allais me réfugier dans ma chambre. En fait, j'étais dépassée. Et je me suis dit, mais attendez, quel que soit notre degré, je sais pas, quel que soit le degré de cruauté qu'on puisse avoir en soi, comment peut-on arriver à dire cela à quelqu'un, surtout dans ces circonstances-là? Mais quel degré d'insensibilité, de cruauté, qu'est-ce qu'on peut avoir dans... Et j'avais envie de mourir, en fait.
J'avais envie de mourir avec l'enfant que je venais de perdre. J'avais juste envie de mourir. Après, ils ont dit qu'elle était en train de partir et tout. Donc, lui, je l'ai laissé. Enfin, moi, je suis restée dans ma chambre. Hein. Et après, ils ont dit, OK, qu'elle était en train de repartir. Qu'elle était venue. Elle était venue me dire bonjour, me faire un coucou. Et moi, sincèrement, je me suis dit dans mon cœur, votre coucou, sincèrement, mettez-le là où je pense, quoi. Et donc, il est allé les raccompagner en voiture. Hein. Donc, il a fait le taxi à l'aller, le taxi au retour. Pour des personnes qui, pour finir, n'avaient même pas une once de compassion pour nous. Et donc, j'ai compris les attitudes de la belle-sœur le jour où je l'ai appelée parce que j'étais hospitalisée. Les attitudes aussi qu'elles ont eues, la sœur et la maman, donc la belle-sœur et la belle-mère, quand elles sont venues me rendre visite à l'hôpital, je crois à mon troisième jour d'hospitalisation, je crois à mon troisième jour. Donc j'ai beaucoup compris leurs attitudes, les éclats de rire. Ou à chaque fois quand l'infirmière passait, que je demandais comment va le bébé et tout, qu'elle ricanait. En fait, là, avec le recul, je comprenais en fait, vu ce qu'elle venait de me dire, j'ai en fait compris. Donc voilà, c'était juste dégoûtant quoi. C'était vraiment dégoûtant. Désolé si je n'ai pas pu intervenir tout au long du récit. C'est juste que durant cette période-là, étant donné que j'étais en déplacement, il y a des événements que je ne me souviens pas et que j'ai eu connaissance par téléphone. Et à vrai dire, ce qui s'est passé était dur, très dur. Et ce qu'elle a enduré aussi de la part de mes proches, à qui justement j'avais vraiment donné tout mon soutien, toute mon affection, toute cette considération qu'il le traiterait, ma femme, de, à peu près comme leur enfant, comme une personne de la famille, quoi. Et voir, vivre cette situation, se rendre compte que on puisse avancer des propos de ce genre à une personne qui vient à peine de perdre un enfant. C'était très cruel, très difficile à digérer. À l'instant réellement, je n'ai pu dire un mot tout simplement parce que je- j'étais hors de moi, je ne savais même pas quoi dire. Et peut-être beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi je n'ai pas pu m'exprimer? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu à avancer quelque chose? C'était, euh, voyons, je suis le Benjamin d'une famille et lorsque vous avez eu l'habitude euh, d'être toujours pris pour la personne qui ne peut pas parler et j'ai un peu justement manqué de protection vis-à-vis de ma famille. Et je ne voudrais pas que des personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi aient peur de dire à un membre de la famille qui avance des propos un peu méchants vis-à-vis de leur femme de rester muet. Il faudrait s'exprimer. Il faudrait faire comprendre à l'autre que tiens, ce que tu dis est méchant. C'est pas bien. Surtout dans des situations pareilles. Parce que on, on vit, la personne déjà vit un moment douloureux et venir encore casser en disant tu crois que c'était un enfant que tu attendais, ah, c'est un kyste, surtout en se moquant. Et vous voyez le poids, on ne se rend pas peut-être compte à l'instant, mais ça blesse profondément et ça laisse des séquelles.
Et réellement, mon, mon apport sur ce thème aujourd'hui, c'est juste pour rappeler à tous ceux qui assistent souvent des personnes de leur famille, les femmes de leurs frères ou bien les maris de leurs sœurs qui sont en difficulté. Portez assistance. Venez avec des paroles bienveillantes, tranquillisantes. Venez avec des apports encore plus ouverts, plus apaisants, parce que la personne a besoin de cela. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir soutenu, on a besoin de se sentir vraiment, de sentir qu'on a des personnes qui comprennent notre situation et non qui font semblant de comprendre notre situation. Et réellement, c'est le message que, que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si, chérie, tu as besoin d'ajouter quelque chose. Non, non, ça va. Je pense que pour cette partie ici, nous, on va s'arrêter parce que, bon, je suis rentrée à la maison, il fallait faire un retour de couche parce que beaucoup ont tendance à penser que c'est quand il y a un bébé à terme, un accouchement, qu'il y a un retour de couche. Ouais. J'ai eu des saignements pendant longtemps, voilà. Et après, il fallait vivre mon retour de couche, donc attendre que toute la machine se remette en place et tout. Et moi, en tout cas, je suis beaucoup dans les paroles, dans les mots. Donc moi, j'avais besoin de placer des mots sur mes émotions, sur mes sentiments, sur tout ce par quoi je passais, quoi, pour élaborer mon deuil. Et toi, par contre, tu étais dans la phase de l'enfermement. Ouais, j'étais dans la phase de l'enfermement de... Je m'en voulais aussi un peu, beaucoup plus par rapport au fait que je n'ai pas été là pendant cette période-là. Malgré le fait que euh, ce que j'allais faire en France était important. Mais j'aurais bien aimé que ce moment-là soit un moment où je sois présent pour donner un coup de main, pour Oui, c'est assister. vrai. Parce que c'est encore les débuts et les débuts sont des fois énormément difficiles. Et rendez-vous compte, une grossesse à risque dans des moments difficiles euh, incite à plus encore de présence, de soutien. Ouais, ça requiert vraiment beaucoup, De... mais voilà, nous, malheureusement, on a vécu ça comme ça. Et bon, lui, il était plus dans l'enfermement, il mettait pas forcément des mots sur ce... Bon, après, c'est peut-être aussi une attitude très masculine, hein, je sais pas. Mais moi, j'avais besoin de beaucoup parler même avec lui et qu'on soit encore beaucoup plus proches. Mais nous, enfin, moi, personnellement, j'ai eu l'impression que même dans notre couple, ça nous a un peu fragilisé en ce sens où on s'éloignait. Et même au niveau des relations intimes après, pour que ça reprenne, lui, il était dans... Peut-être qu'il était dans la peur, je sais pas, genre, ok, quelque chose de ce genre peut revenir. Et moi, j'étais plutôt dans l'espoir que, ben voilà, peut-être que voilà, si jamais on recommençait après, ça aboutirait sur une autre conception, un autre bébé. En fait, on était vraiment dans un état d'esprit, je sais pas comment je vais te laisser monsieur Miam Miam dire ce qu'il a à dire sur cette partie. Sincèrement, je ne... Enfin, on était assez... Je crois qu'on avait un mélange de plusieurs émotions, chacun, et qu'on gérait notre deuil chacun à sa façon. Donc moi, j'avais tendance à plus aller vers lui, et lui il avait tendance peut-être à carrément fuir, mettre une barrière, ne pas vouloir parler, s'enfermer. Donc, je sais pas, se murer dans une espèce de silence. Et voilà, je crois que c'est, voilà, hein, une fausse couche de ce genre, ça a été une épreuve assez rude pour nous. Ça a été une épreuve rude pour chacun, hein, lui, moi, de façon individuelle, mais pour nous aussi en tant que couple. Voilà, la bulle qu'on formait, la bulle d'amour qu'on formait, a quand même... comment est-ce que je peux dire ça? Bon, moi, je dirais que pour ma part, ce moment était un moment de peur, de respect,
de consignes, parce qu'on a aussi reçu des consignes du médecin. Mais c'était aussi plus un moment inattendu. Vous voyez un peu que vous n'attendiez pas un événement pareil et que cela est arrivé. Et puis il y a eu cette perte-là. Et vous vous posez des questions, mais est-ce que, waouh, c'est possible? C'est bien possible. Oui, c'est possible. Mais vous entendez d'un autre côté des médecins qui vous disent, bon, ok, euh, ce n'est pas allé euh, à bon fin, à terme. À bonne fine, tu parles italien. Ce n'est pas allé à terme, mais donnez-vous maintenant, ça veut dire que c'est possible, ce qui Oui, en vous fait, est on arrivé, vient de c'est possible. réaliser que vous Donc, pouvez vous avoir des pouvez avoir, enfants. donnez-vous maintenant un peu de temps pour, pour pouvoir préparer. Et Il fallait qu'on change de médicament. il fallait justement changer de médicament, suivre un nouveau traitement Qui pour sera que les adapté. choses aillent. Donc, moi, dans mon cerveau, en quelque sorte, je réfléchissais à tout. Est-ce que je dois écouter le médecin? Est-ce que je dois partir? Mais ça penchait plus à cette peur-là que est-ce que donc je me suis retrouvé à penser en même temps aussi pour elle que non, il faudrait qu'elle ait un peu de temps pour se reprendre et tout, Oui, c'est vrai. et qu'il ne faudrait pas précipiter les choses. Elle vient de Voilà. subir quelque chose de vraiment vraiment Traumatisant. traumatisant, et il faudrait que elle puisse se reprendre. Quand elle sera prête, on va reprendre Voilà. euh, Et oui, tu as mentionné quelque chose d'important. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que donc après le retour à la maison, quelques semaines après, visite de contrôle et tout, on a revu les spécialistes qui, en effet, comme monsieur Miamin vous disait, ils ont dit, ben, du coup, le bon côté de cet événement malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on sait que quelque chose est possible pour vous au niveau de la procréation. Le problème des trompes, eux, ils avaient vraiment peur parce qu'ils étaient vraiment fixes. Ils avaient vraiment insisté sur ce fait que oui, là, c'était pas une grossesse qui était extra-utérine. Vous vous souvenez, le premier gynécologue avait dit ça a été comme ça. Donc, dans le meilleur des cas, dans la meilleure des hypothèses, si on concevait un bébé, ce serait une grossesse extra-utérine, ce qui peut être fatal. Et donc, c'est pas un bébé viable dans tous les cas. Mais là, dans ce cas, c'était même pas une grossesse extra-utérine, c'était un bébé qui était bien logé. En fait, si on avait découvert cette grossesse à temps et faire ce qu'il fallait, si j'ai pas pris tous ces traitements. Donc, eux, du coup, ils m'ont dit, écoutez, au moins, on voit que c'est possible. Mais on reste quand même préoccupé au niveau des trompes et tout. Donc, moi, j'ai émis le désir, hein, personnellement. Je leur ai dit, écoutez, vu que c'est désormais possible, on voit que c'est possible. Est-ce que vous pouvez changer mon traitement médical, ok, le traitement hormonal par substitution que je faisais? Est-ce qu'on peut me donner un traitement similaire, mais qui soit adapté à une à une grossesse, grossesse qui ne créera pas de dommages qui au ne bébé, viendra pas voilà, causer des problèmes au quelques bébé, à ma grosse, problèmes. à une éventuelle grossesse. Et waouh, la professoresse qui me suivait, elle a été super gentille, Oui, super compréhensive, parce que les gynécologues disaient non. Et elle, elle nous a dit qu'elle que, acceptait. Elle nous a que c'est donné trois faisable. mois. Ouais. Oui, elle nous a dit, bon, ben, je change votre traitement du coup, mais vous n'avez que 3 mois. Si au bout de 3 mois, on n'a pas de grossesse et tout, on arrête, On arrête, on on repart sur revient l'autre traitement à la parce que je ne veux fin pas prendre de risque. au traitement Voilà, passé. initial. Et le gynécologue lui a dit qu'il était super contre. Lui, il était même carrément pour qu'on me mette sous pilule. Oui, Il a dit qu'il voulait qu'on me mette sous pilule pour que mes ovaires se se repose reposent et et je puis sais pas puisse, trop. Et que puisse lui, et être. qu'on Ouais. travaille aussi sur l'histoire des trompes. Il fallait opérer pour lui, clairement, mais je crois que le docteur Lutzi, à l'époque, il disait, ben, on va opérer, d'accord, mais il faut aussi que tu saches que l'opération peut te faire perdre ces trompes-là. Donc moi, je sais pas, j'ai préféré, moi, m'écouter et me dire, ok, on change de traitement, on reprend notre vie, on me donne un traitement adapté à une grossesse qui, voilà, qui sera pas dangereux pour une grossesse. Et moi, je verrai si dans les 3 mois, rien n'arrive. Bon, c'est pas qu'on est sorti de l'hôpital et puis on a pris ce traitement-là directement. Ils sont passés Ouais. quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on a aussi oublié de vous dire avant que ça ne s'arrête? Oui. Oh, il y a un truc important que je voulais qu'on leur dise. Je suis en train d'oublier. Toi, tu n'avais pas quelque chose d'important à leur dire. Par rapport à quoi? Non, non, je crois que j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. On va vous raconter ça dans la prochaine
vidéo. Donc, En tout cas, voilà. c'est en gros ce qui a été de cette fausse couche tardive Cette fausse couche très, très, vraiment très, cette fausse couche et tardive est très qui nous a traumatisante. beaucoup marqué. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-nous-les en commentaire. Ou si vous voulez, écrivez-nous. Ou alors écrivez-nous même sur Faites-nous part. Le Messenger de la page Facebook. Faites-nous part voilà, de ce que vous avez vécu vous aussi. Ou de vos impressions tout simplement. Encouragez-nous, surtout laissez-nous plein de likes pour nous faire savoir que vous aimez le thème. Du coup, ça nous encourage à À continuer. continuer. Vraiment, laissez-nous plein de likes et partagez autour de vous si possible pour que d'autres personnes puissent en profiter parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de couples qui passent par des moments similaires Exactement. et que c'est pas évident. Nous, franchement, la fausse couche, on l'a très très mal vécu. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et voilà. En tout cas, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.